Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour, moi c'est Thomas. Bonjour, moi c'est Johan. Et on est là aujourd'hui pour faire un podcast Equité. Et on va parler de Microfront. Enchanté, messieurs. De même. Alors Microfront, Microfront, qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors le Microfront, on peut voir ça par rapport aux microservices. Historiquement, on avait des back-ends assez complexes surtout, et on les découpait en plus petits morceaux, ce qu'on appelait des microservices. Le Microfront, il faut imaginer une page web sur laquelle on va la découper en puzzle en fait. On va faire comme un puzzle, on va avoir plein de microfronts du coup, ce qui va permettre aux équipes de pouvoir travailler en parallèle sur une même page. Alors pour la petite histoire, là chez ADO Leroy Merlin, la solution c'est une solution maison sur laquelle on a travaillé. Voilà, alors on est beaucoup derrière, on n'est pas que deux. On n'est pas que deux. Ah, vous n'êtes pas que deux, j'ai eu peur. Il y a du monde derrière. J'étais pas là aux prémices, moi j'étais utilisateur de la solution au départ, en 2017. Ok. Le pourquoi du comment, c'est qu'on était sur un vieux monolithe qui s'appelait Marco Polo comme le voyageur. Des fois pour livrer une feature en prod, il fallait jusqu'à 3 semaines ou un mois, même si la feature était déjà codée et prête, parce que toutes les équipes faisaient la queue leu. Il y avait les tests de perf, les tests de sécu, etc. Et forcément, d'un point de vue de business, time to market, face à nos concurrents comme Mano, Amazon, etc., à un moment donné, il y avait un trou dans la raquette, quoi. Ça pouvait pas fonctionner. Est-ce que c'est la concurrence qui vous a fait prendre cette décision d'aller faire ce genre d'outils sur mesure ou Alors, je pense que la concurrence a énormément joué. Ouais. Le business, forcément, râlait parce que quand ils avaient une idée, ça arrivait en prod 2-3 mois après. C'était trop long. Beaucoup trop long face à des concurrents comme ça, c'est juste pas possible. On avait une stat en interne, c'est que pour rajouter un nouveau produit sur le site de Leroy Merlin, il fallait quasiment entre 1 mois et demi à 3 mois en fonction de la complexité du produit. D'accord. Ouais. Donc le challenge qui s'était posé en 2017-2018, c'était de comment on peut réduire ce time to market pour arriver beaucoup plus vite par rapport à la concurrence, puisqu'il y a des pure players qui commencent à apparaître, et notamment Amazon qui grignote des parts de marché chaque année et qui est un des concurrents de Leroy Merlin. Ok, d'accord. Donc il y a l'origine du problème, c'est de rester toujours compétitif. Et cette technologie-là permettait d'accélérer. Et donc au lieu d'accélérer, exactement. Parce qu'au lieu de livrer un gros bloc où tout le monde travaille sur ce même bloc, on découpe ça en puzzle et maintenant on peut livrer les pièces une par une. Il y a plusieurs livraisons aujourd'hui par jour. Sur le mois, par exemple, le Leroy Merlin, ça peut monter à 300 ou 500 livraisons. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là, on rentre dans un rythme très très soutenu. Ouais, tous les jours, il y a des mises en production. Voilà. Même plusieurs fois, quoi. On peut mettre plusieurs fois en fonction des équipes. Chaque équipe est autonome. Et ça, vous avez réussi à faire ça en combien de temps, à peu près, entre la prise de décision, le projet, l'initiative, avec là, le résultat que vous avez à l'heure actuelle? On a commencé en 2017-2018. Encore une fois, moi, j'étais utilisateur à ce moment-là de la solution. Tu fais partie de l'histoire quand même. Mais bien sûr. Du coup, j'ai rejoint ce projet-là, moi, fin 2020. D'accord. Pas utilisateur à partir de 2018-2020. Là, vraiment, je travaille dans ce projet dans la cantine. Ouais. Thomas, tu as travaillé autour de la web performance? Ouais, puis j'étais aussi d'abord utilisateur et j'ai assez rapidement rapproché des équipes qui ont créé la solution. Et je pense qu'entre le moment où on a commencé à réfléchir, donc en 2017, et où on a commencé à avoir des vrais impacts sur le site en production de Leroy Merlin, il a dû avoir un bon 1 an et demi. En fait, pendant 1 an, techniquement parlant, on s'est dit on gèle les nouvelles fonctionnalités du site web, on fait une refacto technique, donc ce passage au Microfront. Et au bout d'1 an et demi, on commençait à avoir les premiers sites, enfin le site de Moi, je suis arrivé en 2018 et ils étaient en train de poker le premier Microfront. Ce qu'on va appeler la pièce de puzzle, on va appeler ça un fragment. Le premier fragment en prod pour en 2018. D'accord, ok, je vois le Après, c'était une question que je vais vous poser, c'était quoi la première brique, mais vous avez déjà répondu. C'était sur la fiche produit. Oh, c'était là sur la fiche produit. Voilà, il y avait une petite brique descriptif du produit, c'était ça. Ok. Et alors, moi j'imagine qu'il y a quand même eu des impacts en termes de montée en compétences dans les équipes et de changement aussi de mode de travailler, parce que un changement de technologie amène forcément aussi peut-être des formations ou ce genre de choses. Est-ce que ça a été un frein dans le déploiement? C'est un frein dans la mise en place opérationnelle? Oui, il y a eu c'est une vraie contrainte. C'est-à-dire que le Microfront derrière, il y a vraiment un truc à savoir, c'est qu'on change toute l'organisation. D'accord. Voilà. Si d'un point de vue organisation et d'un point de vue du coup gouvernance, on n'est pas prêt, le projet il se plante, ça c'est sûr. D'accord. Donc vraiment derrière le Microfront, en fait, le Microfront répond à un problème d'orga et de gouvernance pour améliorer ce fameux time to market. Ok, d'accord. Donc il y a vraiment eu un impact qui s'amène derrière. Et d'un point de vue technique, effectivement, les développeurs, c'était un concept qui était nouveau en 2018. On était parmi les premiers à faire du Microfront par rapport à des études qu'on allait avoir. Donc oui, il y a dû avoir un accompagnement peu des développeurs, des formations. Et là,
Aujourd'hui, on a plusieurs formations à notre actif. On accompagne les équipes au quotidien parce qu'il y a toujours des personnes qui viennent se greffer. Parce qu'on a commencé par Leroy Merlin, mais maintenant on a 17 sites qui utilisent la solution, qui tournent soit grand public, soit en interne à l'entreprise. Donc on a tous les jours des nouvelles équipes qui rentrent sur le projet du micro-fontaine. Et donc on les accompagne, on les onboard. Et c'est une technologie ou c'est un principe ou c'est une méthode le micro-fontaine en fait au bout du compte? Une architecture front. D'accord, c'est l'architecture. C'est une architecture. Après, d'un point de vue technique, il y a plusieurs façons de le mettre en place. Voilà. Hier, il y a eu un talk. C'était Élise et Agathe de Exactement. TDE. Ouais. Donc eux, ils ont utilisé d'autres principes. Il faut savoir que sur le micro-front, alors là, on va rentrer un peu dans la technique. On y va. C'est un puzzle, donc il faut agréger les pièces de puzzle. On peut le faire à différents endroits. Il y a des frameworks qui existent d'un point de vue JS qui le font dans le navigateur. Ok. Il y a des CDN qui le font en bas. Et après, il y a des agrégateurs côté serveur, en fait. Donc, en amont. Et ça, nous, c'est la solution qu'on a choisie. Et ça, c'est la solution que vous avez choisie. Ouais. Et ça évolue tout le temps, rapidement, tous ces modules-là, ou c'est quelque chose qui est plutôt standardisé et on peut se dire on a 6 mois devant soi sans forcément d'avoir de l'évolutivité? L'architecture en elle-même, le principe du micro-front, c'est standardisé. Je pense maintenant, il y a quand même très peu d'évolution sur le principe. C'est un peu comme les microservices. Ça a été défini, ça a été testé, maintenant ça bouge très peu. Par contre, là où ce qui est intéressant, c'est que nous, comme on a choisi le fait d'avoir une solution maison, c'est qu'on vient rajouter des fonctionnalités à notre agrégateur de micro-fontaine pour, par exemple, pouvoir faire de l'A/B test côté serveur, pouvoir améliorer la performance en les loadant certaines pièces du puzzle qu'on trouve sur le site web, réduire notre impact environnemental aussi. D'accord. Donc là où nous, on continue à s'améliorer, c'est surtout sur des fonctionnalités de métier qui vont pouvoir encore nous aider à nous améliorer sur le time to market et sur la simplification de l'utilisation du micro-front. Ça va nous permettre de débrancher certaines pièces du puzzle, d'en interchanger, ouais. Et en fait de jouer avec ce puzzle-là, par exemple. Ok, d'accord, c'est assez clair. Ce que j'aime bien, ce que j'apprécie, c'est que vous faites vraiment un lien avec le métier, quoi. Enfin, avec c'est le vrai besoin, parce que je vous le dis, parce que quelquefois je fais des interviews où ça parle tech tout de suite, et puis après l'utilisation et l'usage et les conséquences de cet usage-là. Les personnes ne savent pas trop, ils sont peut-être un petit peu trop loin, ou quoi que ce soit. Vous, j'ai l'impression que ça a été très clair et ça a été très vite mis en place aussi, l'explication du pourquoi on va mettre ça, on va mettre ce genre en place. Ouais, ok, d'accord, je comprends bien. Et vous, personnellement, vous êtes des spécialistes de ce domaine-là ou vous avez tout le temps fait du front, entre guillemets, ou vous venez d'autres contrées? Moi, j'ai toujours fait du front. Enfin, il y a fort longtemps, j'ai fait du back, mais ça remonte à plus de 10 ans. Je me suis spécialisé dans le front, notamment sur tout ce qui se passe au niveau des frameworks. J'ai pas mal testé plein de librairies, de frameworks JS. On en connaît plein, Angular, Vue, React, etc. Et après, je me suis aussi spécialisé sur la web performance que l'on a côté navigateur. Et je commence aussi un peu à aller creuser ce qu'on peut améliorer côté serveur. Puisque forcément, il y a toujours un serveur qui renvoie un document HTML et des fois, c'est là-dedans où on peut avoir un boulot d'étranglement. Même si principalement, la plupart des erreurs qu'on peut avoir sur la web performance se trouvent dans le navigateur, il y a aussi du boulot à faire côté serveur. Donc, je commence à toucher pas mal à ça aussi. D'accord. Et moi, de mon côté, j'étais plutôt développeur back les 10 premières années. Pure back, du Java principalement, avec des batchs, de la BDD, des applicatifs métiers, etc. Et là, c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe parce que notre solution, elle est côté serveur, l'agrégation c'était côté serveur. Et là, j'avais du coup ma place pour travailler sur cette solution-là. Et en fait, chez nous, on est une dizaine. D'accord. Il y a pas mal d'experts front, back, etc. Et c'est là où en fait j'ai eu. Alors, je connaissais déjà un peu le front avant, quand même, sur du Angular, des choses comme ça, du web. Mais là, j'ai pu rejoindre, du coup, travailler avec Thomas et puis bien d'autres. Ça m'a ouvert tout un monde. Et on va dire que depuis 3 ans, je suis à fond dans le front. Et aujourd'hui, je fais plus de front que de back. D'accord. Donc là, maintenant, c'est votre dada, quoi. C'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, on est tous les deux développeurs advocate autour du micro-fontaine et de la web performance. D'accord. Et quelles est demain les tendances d'innovation dans votre cœur de métier et qui va bouleverser votre quotidien? Sur le micro-front, c'est quand même assez récent puisque nous, on a la chance d'avoir mis ça en place assez tôt par rapport, il y a d'autres entreprises qui commencent à se poser maintenant la question du micro-fontaine. Donc, je pense qu'on a un peu d'avance. Donc là-dessus, on risque pas d'avoir trop de bouleversements. Par contre, avec tous les outils plutôt propres aux développeurs pour améliorer l'expérience développeur, notamment l'intelligence artificielle, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, etc. Il y aura sûrement des besoins qu'on va creuser. Et pourquoi pas imaginer un jour, faudra peut-être qu'on s'y penche, mais la génération de micro-front grâce à l'intelligence artificielle, ça pourrait être un sujet qui pourrait arriver. Vous y pensez? Ouais. C'est dans un coin. ADO, il pense fortement. Et comment c'est perçu dans votre communauté de développeurs? Il y a une crainte, il y a déjà de la réticence, ou c'est quelque chose où au contraire vous dites c'est comme d'hab, c'est un nouvel outil et ça va m'aider d'aller plus vite? Ça va être de la spécialisation. C'est par exemple les premières choses qu'on veut faire, c'est créer un micro-front qui va afficher du contenu statique.
pour un développeur qui va taper par exemple ce bout de code là, bon c'est quelque chose qui est assez basique, assez répétitif. Donc si on a la possibilité de pouvoir industrialiser ça, ça pourrait être intéressant. Par contre, effectivement, un tunnel de commande, même avec les évolutions de l'intelligence artificielle, on est encore loin. Donc les développeurs vont pouvoir se concentrer sur des sujets peut-être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus enrichissants d'un point de vue technique, là où sur des tâches un peu plus rébarbatives, tous les développeurs les connaissent, l'intelligence artificielle pourra peut-être nous aider pour accélérer encore. Vous l'utilisez déjà, vous, en quotidien? J'ai testé Copilot par exemple. Ouais. Après, c'est bête, mais on l'utilise tous les jours, Google Traduction, des choses comme ça, on l'utilise tout le temps. Hier, il y avait une conférence hyper sympa aussi sur l'IA, et notamment l'XIA, comment on arrive à expliquer les modèles de données. Oui, et donc d'ailleurs, il parlait de IA Act et des choses comme ça. Et là, ils sont en train d'encadrer la chose, donc il ne faut pas trop en avoir peur, mais plutôt voir ça comme un outil qui va nous aider en fait. Ouais, donc il y a encore un peu de pédagogie quand même à avoir derrière. On est encore tous ignares par rapport à ça. Et, Là, dans le monde de la tech, je pense qu'on est à notre révolution automobile, un peu comme Ford et le travail à la chaîne. Là, les développeurs, tous, peu importe sa spécialité, on va devoir faire avec l'IA comme les anciens ont pu faire avec les premiers automates dans les chaînes de train. C'est une belle analogie, ouais, je la ressortirai. Bon, c'est copyrighté, tant pis. Mais mais je la donne. C'est gentil, c'est gentil. Ok. Alors, pour terminer un peu l'interview, on est au DevFest. Vous êtes des acteurs réguliers du DevFest. C'est votre premier DevFest, c'est votre 10e DevFest. Premier. Speaker et visiteur. Speaker et visiteur, voilà. Ok. Et tu vas speaker quoi? Tu l'as déjà fait? On l'a fait ce matin à 10h. Parfait. Le titre était La guerre des rendus HTML. Ok. Donc on l'a fait tous les deux en fait avec Thomas. C'est ça. Et où on expliquait en fait comment on a appliqué chez Leroy Merlin du server-side rendering, de client-side rendering, de l'hybrid rendering, du partial hybrid rendering, tout ça au sein d'un écosystème Microfontaine. D'accord, ok. Et ça a été? C'est quoi votre ressenti? Ouais, c'était très bien, ouais. Pas trop la pression en montant? Vous êtes peut-être habitué aussi déjà, j'imagine, chez ADO à faire ce genre de type d'intervention? Ouais, chez ADO, on a l'habitude forcément quand on fait les sessions d'onboarding ou quand on fait des nouvelles choses, on les partage au plus grand nombre. Mais il y a quand même toujours un petit stress de faire ça à l'extérieur, c'est pas les collègues directement. Mais non, ça a été, d'un point de vue stress, je pense qu'on a bien géré, on était préparés. Heureusement. Ouais, bon, après, tu peux y aller au talent. C'est vrai qu'il y en a, connais qui font comme ça. Il y en a, ils ont l'expérience, ils y vont en total impro, mais non, nous on avait bien préparé notre sujet. On connaît notre sujet. En fait. On est dessus depuis plusieurs années. On fournit des formations chez ADO. On fournit plein d'autres outils aussi chez ADO. Tout à fait. De vidéos. On fait déjà des vidéos chez ADO pour nous border les gens. C'est ça. Donc, non, on connaît notre solution. Donc, c'était bien là. Ok. Vous avez pris un peu de plaisir quand même à faire tout ça? Ouais, beaucoup de plaisir, ouais. Il y a les 30 premières secondes, la première phrase. Ouais, et puis après c'est parti en fait. Après, la fameuse première phrase, d'accord. Et donc pour conclure, qu'est-ce que ça évoque pour vous le DevFest? C'est quoi l'impact par rapport à la communauté ou même d'un point de vue personnel? Alors moi, d'un point de vue de la communauté, ça permet de partager les expériences. Ouais. On revient là sur ce qu'on a cité hier, la conférence sur le Microfontaine. On a pu voir aussi quelles étaient les contraintes et comment ils ont résolu ça chez les autres, autour de l'IA, des choses comme ça. Donc le partage est vraiment très riche. Et d'un point de vue personnel, ça permet aussi de revoir plein de copains parce que forcément on est passé dans plein de boîtes ici. Et là, je vous croise plein de monde que j'ai pas vu depuis plusieurs années. D'accord. Pour toi? Ouais, moi c'est pareil, c'est surtout un moment intéressant pour pouvoir échanger, voir un peu ce qui se fait ailleurs, assister à des conférences intéressantes et innovantes pour certaines. Et toujours pareil, de créer du lien humain avec d'anciens collègues ou peut-être de futurs collègues. Ou faire de nouvelles rencontres. Voilà, c'est ça, on a plein de contacts. Des anciennes ou des nouvelles rencontres. Ok. Écoutez messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.